Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi? L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie? Une production VoyageCast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. Je suis Jonathan et je suis accompagné d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Salut Jonathan. Alors, tu es ma collaboratrice sur Anthropodcast, bien sûr. On t'a déjà entendu parler de l'évolutionnisme dans 2 épisodes. Dans les 2 prochains qui sortiront après celui-là, on entendra parler de Margaret Mead. Exact. Alors, on a décidé de faire un épisode freestyle, en hommage bien sûr à Podcast Science qui font aussi des épisodes freestyle. En fait, on va faire quelques-uns de ces épisodes freestyle de temps en temps, quand il y aura une actualité qui sera peut-être un peu plus brûlante, un peu plus intéressante, ou alors quand il y aura des auditeurs qui nous posent des questions un peu plus précises, et qu'on peut pas forcément répondre en un quart d'heure avec un invité, qui sont des émissions beaucoup plus structurées. Celle-ci, on va être un peu plus à la cool avec Anne-Laure, mais on va quand même dire des trucs intéressants. Et celui-là, en l'occurrence, on va le consacrer à ce premier, vous ne l'entendez pas, mais il y a des guillemets dans le sens premier que je dis, contact avec des Indiens. Ça s'est passé au Brésil, ça date d'il y a à peu près 1 ou 2 semaines, en fonction de quand vous écouterez le podcast, ce premier contact-là. Et il y a pas mal d'auditeurs de VoyageCast notamment qui m'ont envoyé ces liens vers ces vidéos. Vous avez probablement déjà vu. Et l'idée, c'est qu'avec Anne-Laure, on discute un peu de ces vidéos-là. Qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Quelles questions il y a à se poser? Et pour ça, on te reçoit Anne-Laure. Et c'est notamment parce que tu es anthropologue déjà. Et en plus, tu as eu l'occasion d'aller au Brésil quelque temps et de côtoyer pas forcément ces gens-là, mais un peu ces environnements-là. Oui, en effet, je suis déjà allée au Brésil, donc je connais un petit peu toutes ces choses-là. Donc j'espère qu'on va pouvoir en discuter ensemble et que ça sera intéressant pour les auditeurs. C'est certain. Alors déjà, première chose, comment est-ce qu'on a eu ces données en fait? Comment est-ce que c'est arrivé? Alors ça a beaucoup traîné sur les réseaux sociaux notamment, et forcément, il y a un titre extrêmement accrocheur. Des Indiens isolés, entre guillemets, entrent en contact avec le monde extérieur. Bien sûr, ça fait envie à tout le monde. On a certainement tous cliqué sur cette vidéo. Actuellement, aujourd'hui, on en est à peu près à 2 200 000 vues de cette vidéo du premier contact, encore une fois, entre guillemets. Toi, t'as connu ça comment, Anne-Laure? Moi, pareil par les réseaux sociaux, parce que le fait de m'être pas mal intéressée à ce qui se passait au Brésil vis-à-vis du Belo Monte, tout ça, ça fait que j'ai quand même pas mal de contacts de là-bas. Donc dès qu'il y a quelque chose qui sort sur ce genre d'informations, je suis harcelée de toutes parts par les vidéos et les articles, quoi. Donc un peu comme tout le monde, quoi. Peut-être chose à dire, ces images, elles nous viennent d'où, en fait? C'est qui les prend? Comment est-ce que c'est communiqué? Est-ce que tu sais ça? Il y a un canal de communication qui est utilisé pour ce genre de choses au Brésil? Là en particulier, la vidéo elle vient de la FUNAI, donc de la Fondation nationale de l'Indien, qui a la tutelle de tous les Indiens dits traditionnels. Après, c'est relégué par différents biais. Souvent, c'est quand même le monde militant qui prend ces informations et qui les relègue sur Internet et dans les médias, parce que eux, ils ont un intérêt. Ils défendent ce genre de cause, la cause des Indiens, donc tout de suite, ça passe par eux, quoi. Ouais, s'il y a des images, il faut les montrer, ouais. C'est ça. Et après, ça passe par le journalisme, etc. Mais il y a toujours les ONG locales ou internationales qui, là, par exemple, Survival directement a fait un article par rapport à cette vidéo, tout ça, quoi. Ouais. Peut-être petite précision avant de continuer à parler de ces vidéos-là, c'est qu'on n'a pas d'informations a priori de première main, on n'a pas de contacts là-bas qui nous ont informés sur des choses. Donc ce dont on va parler, c'est essentiellement des informations qu'on a pu choper sur le web, et on va en fait poser plus de questions que donner de réponses, malheureusement. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On avait beaucoup parlé dans les épisodes sur l'évolutionnisme, et ça va être le cas de Margaret Mead aussi, de pas forcément mettre en doute l'information tout le temps, mais avoir un regard critique sur ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces vidéos-là qui sont sorties, que vous avez certainement déjà vues. Si vous les avez pas vues, peut-être avant de continuer à écouter le podcast, n'hésitez pas à aller sur entrepodcast.fr et de regarder l'article qui est en lien avec ce podcast-là, et j'aurai mis les vidéos qu'il y a dessus. Regardez-les peut-être avant d'écouter le podcast, et vous verrez certainement, comme nous, qu'il y a des choses peut-être un peu étranges qui interpellent, et puis ça va être, justement, on va essayer d'en parler actuellement. Alors, première vidéo que tout le monde a vue, c'est cette vidéo qui commence avec un gars qui est vraisemblablement dans un fleuve ou une rivière, je sais pas,
Ouais. qui a un régime de bananes dans ses mains. En face, on voit 3 Indiens qui sont habillés, on peut dire, comment est-ce qu'on dit ça? Qui sont dans des tenues traditionnelles, est-ce que c'est ça qu'on dit? Je sais pas, enfin, Très peu vêtu, oui, traditionnel. Bon, c'est un peu... Non, pas besoin de dire ça. Bah, en même temps, il fait chaud, hein, donc pas besoin d'avoir beaucoup de vêtements non plus, hein. c'est clair. Mais on voit quand même la différence avec l'Indien qui a les bananes, qui lui est en short de Qui a bain, son on va dire. t-shirt. Voilà. Oui. Qu'il y a déjà une différence. Il y a un gars avec une caméra qui est en train de filmer tout ça, qui le filme extrêmement mal, il faut le dire. Il est pas réalisateur visiblement, On mais le c'est sent tout de suite. Ouais. voilà, on va dire c'est quand même c'est pas sa faute et c'est pas ça qu'on va critiquer sur Non. entre podcasts, bien entendu. Quand j'ai vu cette image là et par rapport aux articles qui ont été écrits, j'ai lu que ce gars avec les bananes a offert les bananes à la tribu d'en face en signe d'amitié ou quelque chose comme ça. Alors, la question qui m'est venue tout de suite, c'est est-ce que là-bas en Amazonie, quand on rencontre des gens, on leur offre des bananes? Est-ce que c'est comme dire bonjour, comme leur payer une bière? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est la tradition là-bas? Comment ça se passe? Bon, déjà, chaque société, chaque tribu a ses propres codes, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit réellement un code particulier, un salut. À mon avis, c'est plutôt qu'il y a une demande auquel l'homme avec son short répond, ou alors une question d'échange, de contact. Mais de là de parler de tradition, non, je pense pas, quoi. Je pense vraiment pas que ce soit un truc traditionnel. Souvent, les échanges qui sont faits comme ça entre tribus, ça va plutôt être des objets ou des choses qui ont de la valeur. La banane ne me paraît pas être un objet qui représente... Enfin, je veux dire, t'en trouves partout, quoi. À la limite, tu vas lui offrir une arme ou un artefact particulier, mais non, la banane... La banane, pas forcément, ouais. D'ailleurs, c'est confirmé parce qu'en faisant des recherches, et si vous avez envie de les faire, vous pouvez les faire aussi, même si c'est un peu compliqué. Mais avec Google, on arrive à trouver à pas mal d'articles. Il semblerait que c'est... alors là aussi, il y a un truc qui est un peu étrange, et on verra plein de choses un peu étranges dans ces vidéos-là. Rien de métaphysique, d'extraterrestre, ou je sais pas, hein, quand je dis étrange, c'est juste que ça ne joue pas... Il y a des versions différentes. On Hmm. nous dit qu'il y a entre 5 et 7 personnes qui étaient là. Alors effectivement, le comptage, on sait, c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a une fois quelqu'un qui est apparu, on l'a pas reconnu, il y avait peut-être quelqu'un qui se cachait derrière, on n'arrive pas vraiment à savoir, mais il y a entre 5 et 7 personnes, et ce groupe-là, visiblement, a dit qu'ils avaient faim, et c'est pour ça que ces bananes-là ont été offerte, et là encore le mot offerte est entre guillemets, puisque ensuite ces Indiens-là, il y a des photos qui le montrent, ont offert, alors je sais pas si c'est une carapace de tortue vide, si c'est une tortue entière, parce que les images sont pas très bonnes malheureusement, mais en tout cas il y a Mhm. eu un échange à ce niveau-là. Oui, du troc. Voilà, exactement. Peut-être plus que du don, quoi. Quoique ça revient au même en soi, mais... C'est très discutable, on va dire, mais voilà, enfin, première information, voilà, sur ce régime de banane qui peut sembler un peu débile, c'est peut-être s'attacher à des détails, mais Ouais. on l'a vu, l'anthropologie, c'est aussi s'attacher à ces détails-là, justement, Mm, qui veulent dire beaucoup, finalement, parce que je trouve qu'il y a vraiment une grande différence entre dire, il y a eu un premier contact et on leur a offert un truc, ou alors il y a eu un échange parce qu'ils avaient faim. Enfin, je trouve que ça change complètement déjà le premier C'est pas la rapport, même quoi. chose, hein. Ça change le contexte. Ça Exactement. change totalement le contexte. Et des détails comme ça, un peu étranges, comme tu dis, il y en a tout au long de la vidéo, quoi. Exactement. Alors, truc étrange aussi, et vous le verrez pas dans la vidéo, mais il y a quelque chose avec les dates qui ne fonctionne pas. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu parce que quand on dit isolé entre guillemets, on se dit c'est des gens qui ont eu très peu de contact. Alors déjà, on sait pas vraiment ce que ça veut dire peu de contact. Et il Avec y a la qui? avec qui, il y a la date du premier contact, encore une fois avec qui, et les dates ne jouent pas. Alors ça se joue pas à quelques jours d'intervalle, ce qui Mhm. encore une fois paraît très peu et négligeable, mais moi ça m'inquiète quand déjà ça c'est, enfin à mon avis un premier C'est la contact, base. voilà, c'est Mhm. la base. Comment est-ce qu'on authentifie qu'une tribu n'a jamais eu de contact avec quelqu'un d'autre? Ça se passe comment? Alors déjà, des tribus actuellement qui n'ont jamais, entre guillemets, parce que jamais en soi, aucune, mais qui n'a pas eu de contact, on va dire, depuis très longtemps avec d'autres cultures, actuellement, il y en a très peu, hein. Elles doivent se compter sur les doigts des mains. Et ces sociétés-là, en Amazonie en particulier, souvent, une fois qu'on les a repérées, on va faire en sorte de ne surtout pas avoir de contact avec eux, parce qu'on sait que rapidement, c'est la grippe qui va décimer la population, et puis des échanges qui vont être mal faits et
qui vont leur qui vont leur faire des préjudices. Donc du coup, ce qui est fait, c'est qu'on va délimiter une sorte de territoire d'aire de protection et on va interdire à quiconque de s'y rendre, quoi. Donc c'est ça qui est fait avec les tribus entre guillemets isolées. Donc déjà là, ça correspond pas du tout à ce qui est censé être fait avec ce genre de personnes. Mais de toute manière, je doute qu'ils soient vraiment si isolés qu'ils le disent, quoi. Effectivement, ils vont le voir avec plusieurs détails dans la vidéo. Il y a aussi, avant de continuer plus loin, une affaire de d'où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là, en fait. Et là, il y a aussi une grande question qu'on a, même malgré nos recherches, on n'a pas vraiment pu explorer ça. Visiblement, il y a des tribus comme ça. Je suis toujours inquiet à utiliser le mot tribu. Est-ce que c'est vraiment des tribus? Est-ce qu'on doit C'est dire des villages, des Ouais, voilà, communautés. des communautés, voilà. Parce que tribu, moi, ça me fait... Ouais, je sais pas, Bah tribu, je m'imagine toujours des hommes de Cro-Magnon, tu vois, ce qui n'est pas forcément c'est le vrai. problème, c'est que ça nous renvoie, c'est des mots qu'on a utilisés, qu'on a collés sur des catégories qui sont pas forcément Qui me plaisent pas, très en tout cas. justes. Et oui, c'est le mieux, c'est de dire village, communauté. Ok, donc voilà, alors cette communauté d'Indiens est venue du Pérou, vraisemblablement. On va voir après que c'est peut-être un peu différent, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent du Pérou? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Très certainement, c'est des problèmes territoriaux quand il y en a dans toute l'Amazonie, hein, que ça soit au Brésil, au Pérou ou ailleurs. C'est-à-dire que bien souvent, soit ça va être une terre occupée par des communautés indiennes qui va être achetée par un propriétaire terrien qui va l'utiliser, donc soit qui va tout couper pour, généralement c'est ça, qui va tout couper pour installer des bovins ou faire de la culture ou quoi, qui du coup force les Indiens à se déplacer, ou d'autres, hein, mais bon, la création d'un barrage, l'implantation d'une mine, enfin il y a plein de choses qui peuvent pousser une communauté à déménager, hein, en soi. Le problème après que ça pose, c'est que, et c'est très certainement ce qui se passe là, c'est que du coup ces communautés vont venir sur un territoire qui est déjà occupé par d'autres communautés. Et donc là, ils rentrent du coup en conflit avec les gens sur place si ils n'arrivent pas à s'entendre sur qui va où, qui habite où, etc., quoi. Et donc là, voilà, c'est une population qui vient du Pérou, visiblement chassée par un danger, et qui se retrouve bon de l'autre côté de la frontière. Est-ce que ça c'est réfléchi ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est pour avoir certains avantages, ou alors c'est juste parce que voilà, les communautés n'ont pas de frontières, enfin les grands groupes ethniques n'ont pas de frontières. Eux, c'est des Achaninka, si je me souviens bien. Il y Oui. en a autant au Brésil qu'au Pérou. Ben voilà, finalement, ils sont rentrés dans des territoires qui sont déjà pris, en fait. Parce que nous, C'est ça. on imagine toujours, et on avait déjà parlé ça dans le Voyage Cast numéro 50, avec toi, justement. On avait Mhm. parlé un peu du barrage du Belo Monte, où l'Amazonie, on a l'impression que c'est un territoire libre, parce que c'est Ouais. grand, et parce qu'il y a que des arbres, alors qu'en réalité, les territoires sont plutôt bien définis entre les tribus, quoi. Bah, Encore une fois, tribus, enfin, entre des grandes communautés, et oui. certains territoires qui sont très très grands. Il y en a qui ont des très très grands territoires et puis ils vont toujours s'installer. Enfin, déjà, les populations vont souvent s'installer au bord des routes ou des fleuves, donc ça limite déjà le territoire. Et oui, donc souvent ils se retrouvent. Après, ça reste grand, hein, mais il y a encore des questions de légitimité. Voilà, là, il faudrait savoir, par exemple, si le territoire brésilien où vit la communauté indienne qui se serait fait envahir entre guillemets par ceux venus du Pérou, est-ce que c'est une communauté légitime ou pas? Est-ce que eux, leur terre est légitime? Si leur terre est légitime, ça expliquerait pourquoi la FUNAI, qui est la tutelle des Indiens, est rentrée en jeu dans ce conflit, dans cette rencontre. S'il n'est pas légitime, je pense que ouais, la FUNAI n'aurait peut-être pas, les aurait peut-être laissé se débrouiller entre eux, quoi. Enfin, c'est vraiment beaucoup, c'est très complexe. C'est pour ça que cette vidéo est problématique parce que au final, déjà, elle montre pas grand-chose. Elle pose énormément de questions, mais donne vraiment enfin, aucune réponse en fait. C'est vide. C'est un peu ça. Il y a le problème aussi, on en avait parlé, on va en parler durant le podcast, mais c'est des informations qui ont été données. On ne sait pas vraiment quelles informations ont été données au départ. Il y a des articles qui ont été écrits par des journalistes, donc il y a déjà une deuxième lecture des informations. Journalistes qui ne sont pas nécessairement anthropologues ni qui connaissent la situation sur place, qui, comme tu l'as dit, est très Très compliquée. complexe. Des articles qui ont sans doute été ensuite traduits ou qui ont inspiré des articles en français
qui eux, et on le verra plus tard encore, comme pour le coup des régimes de bananes, sont encore édulcorés ou une variation de la réalité, on va dire. Et du coup, on perd beaucoup d'informations entre les deux. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de faire le podcast. Et notamment par rapport à cette affaire que ce groupe d'Indiens s'était fait tirer dessus au Pérou et que c'est à cause de ça qu'ils étaient venus au Brésil, ce qui peut être tout à fait vrai. On dit jamais c'est la vérité ou pas, mais dans un article que vous trouverez sur Terra Magazine, tous les articles seront en lien sur la page de Voyagecast, d'Anthropodcast, pardon, en espérant qu'ils seront toujours en ligne des mois après, ce qui est pas toujours sûr. Mais on nous dit que ce groupe-là, ou en tout cas un groupe d'Indiens comme ça, a été photographié en 2008 par avion. On a les photographies, on peut les voir, qui sont visiblement un groupe plutôt sédentaire parce qu'il y a des maisons. Donc moi, quand je lis ces informations-là, encore une fois, je me pose des questions parce que si t'as fui le Pérou, d'accord, mais depuis 2008, enfin, ça fait quand même 6 ans, quoi. Il y a 6 ans d'histoire entre les deux. Enfin, là aussi, c'est étrange. Alors, on peut pas savoir la vérité, là, aussi. Sans être sur place ou sans connaître quelqu'un sur place, à mon avis, c'est très difficile, mais de toute façon, les incohérences de la vidéo montrent bien qu'il y a énormément de choses qui se cachent derrière. C'est très possible, oui, que ça soit une communauté qui soit installée là depuis quelques années, et puis là, en ce moment, c'est en conflit, et puis on en parle parce que ça sert certains intérêts, certains enjeux, ça fait le buzz ou ce que tu veux. Mais de toute façon, très clairement, c'est pas un premier contact, hein. Je veux dire, déjà, le simple fait que la personne qui leur offre les bananes parle leur langue, etc., je sais pas, quelqu'un qui est isolé, que tu saurais pas qui c'est, tout ça, parce que quand on les présente en 2008, je crois qu'on dit vraiment très peu savoir de choses sur eux. On a juste les images prises d'avion. Voilà, en fait, ouais. On les présente comme vraiment la communauté, on sait pas qui c'est, ils nous ont jamais vus, on les a jamais vus. Donc bon, c'est difficile de trouver un interprète dans ces circonstances. Exactement, on en a parlé avant en off. Le fait même d'avoir un interprète pose des questions sur le fait d'un premier contact, parce qu'un premier contact est plutôt incertain, on va dire. On ne sait pas c'est comme si je vous dis ah tiens on a un mec qui parle alien parce que demain il y a un premier contact avec des E.T. qui doivent arriver dans le jardin. Enfin ça veut dire qu'il y a déjà eu un contact pour que je sache que ces E.T. là arrivent. Je les ai vus arriver de loin ou je sais pas, mais en tout cas il y a eu un premier contact. Et une question que je me suis posée, qui en fait est pas si étrange que ça, c'est comment est-ce qu'on peut parler la même langue ou une langue qui est approchante alors qu'on est des tribus si éloignées, en l'occurrence une tribu qui est au Brésil et une communauté qui est justement dans le nord du Pérou. Et il semble qu'il y ait des langues comme ça. Il y a des grands groupes linguistiques. Oui. Voilà. Il y a des grands groupes linguistiques dans toute l'Amazonie comme un peu partout à la base. Et du coup, des fois, il y a des communautés qui sont très isolées parce que dans le temps, elles ont migré, elles se sont déplacées, mais qui ont gardé une même base culturelle. Alors après, je pense qu'il y a toujours des petites différences, hein. C'est comme dans toutes les langues. Mais voilà, là, c'est le groupe des Achaninka, donc il y a une langue Achaninka. Au Brésil comme au Pérou, c'est pareil, quoi. Les frontières sont arrivées après, disons. Ouais, et c'est ce qui explique que même une tribu qui est isolée autant qu'elle le peut, on peut quand même avoir une certaine base sur laquelle construire un dialogue. Bien sûr, de toute façon, même une société isolée, elle vient pas de nulle part et en fait, tous ses voisins, elle les connaît forcément. Forcément, il y a des gens qui parlent sa langue. L'isolement, vraiment, est très très rare, je pense, hein. Ouais, nous on aimerait bien y croire, mais... On aimerait bien y croire, c'est beau, c'est genre... C'est un peu le paradis perdu, ces gens qui vivent sans conscience du monde, dans leur réalité complètement hermétique à l'extérieur, c'est juste pas possible. Et on le voit déjà, à 1 minute 06 de la vidéo, la première vidéo qui sera, on voit un de ces Indiens isolés avec une carabine. Et donc du coup, moi... Je veux bien croire ce que me disent les journalistes, mais bon, une carabine, je me dis, si le gars a réussi à en construire une dans la forêt en étant tout à fait isolé, c'est le nouveau MacGyver, le mec. C'est pas possible, quoi. Donc du coup, il y a forcément... Alors là aussi, il y a la notion de contact. A priori, je veux bien croire que le mec a pu le faucher à un chasseur ou un truc comme ça, mais bon. Mais ça veut dire qu'il y a des contacts. Voilà, exactement. Puis qui dit arme, dit munition. On sait pas si elle est chargée, hein, mais... Et puis il a l'air de savoir comment la tenir, hein, enfin... C'est clair qu'il l'utilise pas pour marcher comme un bâton, hein. Non. Voilà, ce qui pose des questions sur le côté isolé. Une question que je me suis posée aussi, c'est
les longs couteaux, les machettes qu'ils utilisent. Oui. Je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose, parce que ça demande une technologie du métal qui est très complexe à faire. C'est pas qu'ils sont, je dis pas qu'ils sont idiots, qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ça demande quand même des techniques qui a priori sont pas vraiment utilisées en Amazonie, si je me trompe pas. Bah, du métal, il y en a beaucoup en Amazonie. Après, voilà, c'est toujours par les contacts depuis le temps. Enfin, moi, ça me paraît pas choquant qu'ils en aient. Après, tout dépend de la tête de la machette, quoi. Il y a Ouais, c'est-à-dire machette si et elle est flambant machette. neuve ou Ouais, si. il y a Bah, machette et machette. bon, a priori, une machette, elle peut se garder aussi plusieurs dizaines d'années, en tout cas, Mm. si on Oui, ne et l'use puis, pas trop. Donc, elle a pu être échangée par dans tel village qui lui-même l'avait échangée. Mais je pense que c'est vraiment pas le genre d'outils qui sont difficiles à obtenir en Amazonie actuellement, quoi. Vraiment pas, hein. À partir du moment où tu as des contacts. voilà, ce qui remet bien en question le côté isolé de la chose. Je crois qu'on a Mhm. compris que c'était voilà, isolé. Faut quand même dire que Le Monde, par exemple, ou le Huffington Post a bien marqué isolé entre guillemets parce qu'eux aussi sont pas tout à fait idiots et comprennent que c'est pas vraiment possible. Une Mm. autre chose aussi qu'on voit dans la vidéo un peu plus tard, c'est autour des 4 minutes et quelques, on voit ces Indiens-là qui sont les nouveaux, on va dire, qui arrivent dans le village, hein, donc Ouais. qui comme ça se baladent et se mettent à piquer des trucs. Alors, je, je sais pas, alors je critique pas du tout, hein, mais est-ce que c'est quelque chose de normal ou qui se passe souvent, justement, qu'on ait des communautés comme ça qui viennent un peu se servir dans les villages sédentaires? Je pense que ça peut arriver, mais c'est toujours une question de contexte. Et là, le problème, c'est vraiment ça, c'est qu'on n'a pas le contexte. Donc, sans le contexte, interpréter ça, je peux pas te dire. Ça va être que des suppositions personnelles. Et bien sûr, ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver que des êtres humains viennent dans un village et se servent. Après, là, ouais, et je sais pas. On sait pas quel rapport ils entretiennent avec les gens de ce village. Si c'est clair que s'il y a déjà un conflit à la base, ça peut être une manière de montrer sa domination ou juste de dire bon bah écoutez, on part, mais en échange on prend ça et on vous laisse tranquille. Enfin, il pourrait y avoir énormément de raisons, quoi, qu'il explique. Et justement, là, les images, de les voir comme ça, ouais, c'est juste, ça paraît étrange. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est ces gars qui viennent, à qui on leur donne des bananes, et puis après ils viennent dans le village, ils veulent 3 t-shirts, et puis ils repartent, et puis ils chantent une Une hache. chanson, et une hache, et puis, enfin, et puis l'autre le suit avec la caméra. Ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ouais, ce que je trouve étrange, c'est que la FUNAI, son but, c'est quoi exactement? C'est de protéger ce genre de personnes, c'est de régler s'il y a un conflit qui pourrait arriver entre ces personnes-là et le village dans lequel ils vont. C'est quoi exactement, ou d'apprendre, de faire de Mhm. l'anthropologie sur cette... C'est quoi exactement leur rôle, leur but de la FUNAI? La FUNAI, à la base, le but, c'est d'être les protecteurs et c'est la tutelle de l'Indien, quoi. C'est eux qui ont leur garde, qui doivent protéger leurs droits. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour revendiquer une terre, pour réussir à rendre une terre indienne légale, etc. Donc oui, ils ont ce rôle de protection. Bon, après, en théorie, hein, dans les faits, c'est parfois plus difficile. Mais du coup, là, dans la situation, on pourrait penser que eux, ils sont du côté de la communauté brésilienne et que les Péruviens sont vus comme les intrus, parce que du coup, eux, ils dépendraient de l'organisme, je sais pas s'il y en a un, mais je suppose péruvien qui a le même rôle, quoi. Après, régler les conflits entre Indiens, je suis pas sûre que ça soit le rôle. Vraiment, la FUNAI, ça a été créé pour régler le problème des terres, hein. À la base, c'est ça, c'était dire bon là, il faut qu'on arrive à dire cette terre, elle est à lui, celle-là, elle est à lui, celle-là, on peut la prendre, celle-là, on fait ci, celle-là, on fait ça pour réussir à organiser le territoire. C'est le rôle vraiment principal, quoi. Après, bon, après là, ils sont là. Écoute, C'est un peu compliqué. Justement, je me demandais par qui a été faite cette vidéo et pourquoi en fait. mhm, Et pourquoi, enfin parce que cette vidéo, on s'entend si la FUNAI l'a diffusée, c'est qu'elle a eu accès aux images et qu'elle a oui, ensuite, elle aurait pu, elle l'a peut-être fait, sélectionner des images. Et je oui. me dis, Et c'est pourquoi que ça ces va dans son images-là? sens aussi. Exactement. Et le problème que je vois justement, c'est que on nous présente quelqu'un avec une arme, qu'on Mhm, aurait pu couper l'image. Alors bien sûr, d'un point de vue journalistique, il faut pas couper les images, mais à mhm. partir du moment où tu es une entreprise qui peut être de propagande, on peut couper ces images-là. Quand tu vois ces gens qui se ramènent dans le village et qui prennent un peu ce qu'ils veulent et se barrent avec On aurait une pu couper hache, ça aussi. on aurait pu couper ça aussi parce que
on sait que les gens ont tendance à toujours choisir la solution la plus simple Mhm. pour solutionner un problème. C'est normal, on le fait tous et il faut faire un vrai effort pour justement aller au-delà des images. Et quand on voit ça, moi je me dirais, mais c'est qui ces gars qui se ramènent, qui volent des trucs alors qu'on leur a donné à bouffer des bananes? On n'a pas vu l'échange qui a été fait avec la tortue. Ça, par exemple, ça a Mhm. été coupé, par exemple. Ça a été coupé, oui, mais Ce c'est qui très est intéressant pour très ce qui est étrange. gardé et coupé. Justement, tu vois que les Péruviens sont ces envahisseurs bizarres qui volent des trucs et tout, alors que, bon, déjà, la communauté du côté brésilien, là, on la voit pas, on voit le village, il est vide. Déjà, ça, c'est un peu... Exactement. Enfin, je crois bien hein, que le village est complètement vide, à Alors, part le en fait, représentant qui parle. Oui, dis-moi. ça aussi, quand on lit un rapport, le village était plein, mais les gens n'ont rien fait. Ils les ont laissés faire ce qu'ils voulaient. En tout cas, la première fois où il y a eu ces gens-là dans le village. Et c'est là aussi une question qui sera hyper importante pour la suite et sur laquelle ben, on n'a pas réussi à trouver d'infos, de vraies infos sur lesquelles on peut se baser. Et c'est mon problème aussi avec ça, c'est que quand tu as une caméra, c'est vrai que instinctivement, tu vas toujours la tourner vers l'action. C'est Ouais. normal. En l'occurrence, l'action, c'est le gars en train de donner les bananes, c'est les gars en train de se promener dans le village. C'est compréhensible. Mais par contre, ce n'est pas un matériel sur lequel tu peux travailler parce que justement, elle te donne pas le background, ce qui se Mm, mm. passe autour. Et c'est ça Euh, qui t'explique vraiment ce qui se passe. Exactement. Et le problème, c'est que dans ce village-là, on imagine qu'il y avait des gens qui n'ont pas du tout réagi. Celui qui a la caméra Et gueule. puis on les voit pas. Voilà, on les voit pas. Ce qui est peut-être fait exprès, je sais pas. Et en lisant un rapport, justement, il semblerait que le deuxième jour où ces Indiens sont venus, il y ait eu des gens avec des armes, et c'est là où on n'arrive pas à savoir qui a eu ces armes-là. Est-ce que Mhm. c'était des gens du village Se pour que protéger. ces Indiens-là ne viennent pas leur piquer des trucs? Mhm. Est-ce que c'était des Blancs, parce qu'il y a des Blancs sur la vidéo, qui protégeaient le village aussi? Est-ce que Mhm. c'est la Funaille en elle-même qui, dans son rôle, on peut imaginer de De protection du protection. village, s'est armée, pas pour tirer sans doute, hein, mais pour que ces gens-là ne rentrent pas dans le village? On ne sait pas. Et ce qui donne une réponse assez intelligente à la deuxième vidéo, parce qu'il y a une deuxième vidéo qui a été vue beaucoup moins de fois, ben forcément, Le deuxième contact, c'est moins le intéressant. deuxième contact, c'est moins intéressant. Et puis, bon, finalement, les gens, enfin, je veux dire, la plupart des gens s'en foutent parce que qu'il y Oui. ait des choses qui jouent pas, n'importe quoi. De toute façon, c'est une info qui a déjà été oubliée quand on aura sorti le podcast, on est d'accord. Pour la majorité des gens qui s'y intéressent pas, on s'entend. On a ces trois Indiens, ces jeunes Indiens, qui sont devant une toute petite barrière et qui ne dépassent pas cette C'est vrai. barrière-là. Et moi, je me disais, mais pourquoi hier, ils allaient dans le village, ils se promenaient, ils ont chopé une Mm, hache et tout le monde s'en foutait. Et là, ils ne bougent pas. À un moment, on a l'impression qu'il parle quand même beaucoup, avec beaucoup d'émotion. mm. Donc Ouais. je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il a besoin, je sais pas, de matériel et qu'on le lui donne pas. En tout cas, il y a visiblement quelque chose qui marche pas entre eux et les Blancs. Alors moi, je sais pas, je me suis imaginé que il y a une question d'armes dans le coup. Du coup, je sais pas si l'Indien a peur des armes qu'il y a derrière lui ou s'il demande des armes. Justement, comme on n'a pas de background, on peut pas le savoir. Mm, Donc là, mm. il y a des choses comme ça un petit peu étranges, quoi. C'est pas du matériel anthropologique, donc forcément, C'est vraiment compliqué, mais t'as tout à fait raison pour la barrière, tout ça. oui, parce que c'est encore une chose qui semble très étrange quand tu regardes juste la vidéo. Et C'est je vous ça. encourage, elle sera aussi sur Entre Podcast. Le début de la vidéo, il se passe pas énormément de choses, c'est vrai, ça prend du temps et tout ça, mais on voit bien cette question de barrière et on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je tiens à dire aussi que j'ai trouvé une autre vidéo qui est aussi marquée premier contact, mais qui n'est pas du tout au même endroit, mais avec les mêmes personnes. Ah. Ce qui pose encore des questions sur le terme de premier contact, bien entendu. Voilà, ça pose beaucoup. Même la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des blancs là-bas, est-ce que c'est eux les gens de la FUNAI, je sais pas. Mais ça pose pas mal de questions. Et une autre chose aussi, une chose qui m'a beaucoup choqué quand je l'ai lu en français, c'est ces Indiens-là se tenaient à l'autre bout de la rivière et faisaient des cris d'animaux. Et moi, je suis désolé, mais je suis, je sais pas comment vraiment me définir, mais en tout cas, je sais que quand on me dit, et je le cite, hein, là vraiment dans l'article du Monde en l'occurrence, ils sifflaient et faisaient des bruits d'animaux. Quand je dis ça, je me dis, ben voilà, c'est des Hmm. sauvages qui sortent de la forêt, qui font... C'est l'image que ça donne, hein. C'est l'image c'est qu'on l'image que ça construit. donne. C'est comme ça qu'on les construit, hein. Des primitifs, des isolés, des sauvages, des animaux. On a encore du mal à se détacher de certaines choses de notre imaginaire, quoi. Et moi, personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il chante.
Exactement. Et c'est ça, là où je voulais en venir, Et et il y a une c'est là que grosse c'est très très différence. drôle. C'est qu'on a la première vidéo où on a 2 millions et quelques de personnes qui l'ont vue, c'est normal. Cette vidéo a été relayée par C'est le G1, par buzz. NBC, par un peu tout ce qui se fait, par Le Monde, etc. Il y a sûrement d'autres versions de la vidéo qui ont été vues aussi beaucoup. Et la deuxième vidéo, elle n'a pas intéressé ni les journalistes qui n'avaient certainement pas le temps de regarder 20 minutes de gens qui parlent, voilà, Mhm. sans qu'on Une langue que comprenne ce personne qu'ils ne disent. comprenne. Voilà, exactement. Quoique le brésilien, honnêtement, ça doit être Oui. quand même relativement facile pour des journalistes de trouver quelqu'un qui le lit, qui l'écoute. Et Et la sur deuxième cette vidéo, deuxième... il parle brésilien? Ou il en tout cas, parle il y a quelques mots en brésilien, en tout cas. Oui, ça, je me souviens. Voilà, après, pas Mm. tout, mais je me dis au moins si tu sais une partie de la conversation, tu peux peut-être Mm, deviner le reste ou je sais pas. En l'occurrence, à un moment, je comprends pas vraiment pourquoi, mais il y a un des 3 Indiens qui est venu de la jungle, entre guillemets, qui ne faisait pas partie du village, qui se met à chanter et au bout d'un moment, tout le monde se tait, l'écoute et c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais. Enfin, je trouve ça doit être assez marrant comme situation à Mm, vivre mm, et à la fin, les gens applaudissent et tout ça et ils continuent à discuter. mm, mm. Bref, pourquoi il a chanté ce qu'il a chanté, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vois pas quelqu'un qui a fait des cris d'animaux qui. Enfin, et en fait, en lisant les rapports, encore une fois, c'est une affaire de traduction et de mauvaise compréhension du truc. Où en fait, il dit pas vraiment ça, quoi. Mm, mm. Et ce qui pose beaucoup de questions aussi, Il y a voilà, de beaucoup gens qui font pas vraiment leur. d'intermédiaires. C'est ça. Beaucoup d'intermédiaires et pas beaucoup de spécialistes dans ces intermédiaires, quoi. Dire que là, voilà, on parle de, c'est parti de la FUNAI, donc un organisme gouvernemental, pour aller après dans des organismes militants qui passent par le journalisme. Les anthropologues, je sais pas où ils sont, mais ils sont pas là, Alors, quoi. il y en a Alors, un ce qui serait trop s'appelle qu'ils essaient. Terry Aquino, Thierry Aquino. qui fait partie de la FUNAI, qui a juste dit quelque chose, mais qui est quand même très très light, on va dire. Hein. Il a dit que ce peuple, il était en quête de technologie, que c'était important pour leur vie parce qu'il y a une guerre interne entre eux et en Oui. raison du contact avec des groupes non indigènes. Bon, Bah, c'est des euh, questions territoriales. Vraiment, l'Amazonie, c'est des problèmes territoriaux, quoi. Quasiment tous les problèmes partent de là, quoi. Ça va être entre Indiens, entre gens de la forêt, parce qu'il n'y a pas que des Indiens qui vivent dans la forêt, il y a aussi les riberinos, tout ça. Entre fermiers, enfin, c'est des conflits de territoire, quoi. Et là, clairement, c'en est un. Après, c'est camouflé, caché dans le mystère de la vidéo, quoi. Mais c'est clairement ça, hein. Il y a, bah, tout simplement, il y a un territoire et puis il y a deux communautés qui veulent vivre dessus. Il y en a une qui a le gouvernement avec elle, l'autre qui vient d'un autre pays. Donc, du coup, ils veulent les renvoyer chez eux, quoi. ça semble être ça, en tout cas à la fin de la vidéo où le mec chante, qui est donc la deuxième vidéo qui est Mm, sortie. Il me semble qu'on voit les gens dire ici c'est le Brésil, on mettra en bien le mm, sol, mm. là-bas et tout. Il semble qu'il y ait quand même une sorte d'explication comme C'est ça. ça, de territorialité justement. Mm, mm. Sous-entendu, ici c'est pas chez vous quoi, en C'est fait. ça. Il faut que vous alliez ailleurs. Bah, Mm. encore une fois, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on regrette de pas avoir de matériel plus C'est ça. intelligent pour pouvoir discuter dessus. Ouais, c'est Et c'est justement dommage. une de mes questions, c'est quand t'as un truc comme ça, Mm. et que, ben, comme moi et comme beaucoup de gens, on veut savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et tout ça pour notre culture personnelle. On Oui. sait que ça va pas changer notre vie, mais voilà, on se pose des questions. Où est-ce qu'on trouve des infos là-dessus? Parce que, honnêtement, j'ai cherché, il y a Ouais. rien, quoi. Alors que, a priori, au Brésil, il doit y avoir un paquet d'anthropologues. Il y a même Oui, il pas faut mal d'anthropologues chercher. qui sont pas au Brésil, mais qui connaissent ce genre de choses. Et on les trouve Enfin, où? On les contacte comment? Comment ça marche? bah, faut aller sur les revues spécialisées d'anthropologie. Ça, sur Internet, t'en as quelques-unes. T'as les américanistes, t'as la revue Terrain, t'as des choses comme ça où tu peux peut-être trouver des trucs, quoique sur l'actualité, Mais justement, c'est pas pas de trop, quoi. l'actualité ce qu'ils font. Ce qui est compréhensible, hein, parce qu'un Mm, anthropologue, mm. il a besoin de temps pour justement analyser et tout ça. Justement, les points dont on a parlé, lui, il va travailler dessus, justement, pour savoir Ouais. qu'est-ce qui est la réalité, entre guillemets, dessus. Mais il faut voir déjà l'histoire. L'anthropologue, il faut qu'il voit le contexte actuel, le contexte historique, qu'il arrive à démêler tout ça, voir qui sont réellement ces gens, à quel groupe ils appartiennent, quelle est vraiment la situation du côté péruvien dans cette région-là, comment ça se passe, quelles sont les lois enfin, c'est un travail après compliqué, quoi. Après, pour en avoir un aperçu rapide, en faisant juste quelques recherches, c'est vrai que c'est très difficile et ça manque, quoi. Il y a un intermédiaire qui se fait très peu entre la communauté scientifique qui vraiment va étudier ces choses-là et les gens qui s'y intéressent et enfin, il y a comme un mur un peu qui les sépare, quoi. Et finalement, ce qui est visible, c'est ce qui donne le moins d'informations et les informations
difficilement disponible, sur le moment en tout cas. Après, comme tu dis, avec du temps, il va y avoir des bouquins qui sortent, etc. Mais que personne ne lira. Mais que personne ne lira. Voilà. Et oui, mais enfin, on le dit, c'est pas méchant, et je pense que les anthropologues sont tout à fait conscients de ce problème-là, en tout cas avec quelques-uns avec lesquels j'ai parlé, pas seulement toi. Et ce qui me gêne un peu, encore une fois, c'est que avec une seule vidéo et un seul article, on est obligé de se dire que c'est des sauvages. Je veux dire, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Mais c'est ce qui c'est fait pour, hein. C'est ce qui est induit par la manière dont c'est présenté. C'est loin de la réalité. Il y a un biais et ça correspond à des enjeux qui peuvent être multiples, hein, mais ne serait-ce que pour tout ce qui est ONG qui lutte pour la sauvegarde des peuples dits autochtones, parce que ça, pareil, autochtone, c'est encore un terme qui peut être discuté. Bah, c'est dans leur intérêt de montrer des tribus que personne n'a jamais vues, tout ça. Ça fait fantasmer les gens et du coup, ça les intéresse, quoi. Voilà, tu mets premier contact avec une tribu isolée, tu vas cliquer. Tu vas mettre conflit entre deux tribus à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Je suis pas sûre qu'il y ait 2 millions de personnes qui regardent la vidéo, tu vois. Non, c'est clair. Non, c'est clair, et c'est aussi notre faute, entre guillemets, en tant que consommateur de médias, où on va De vouloir faire du l'information tout clic, de suite. Ouais. voilà, et sans que ce soit forcément réfléchi. Bon, bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces vidéos et sur les infos aussi, notamment un côté avec une histoire de grippe, mais là aussi qui est très compliqué à comprendre d'où Oui, c'est parce... parti. C'est-à-dire, Mhm. on nous dit d'un côté, ces gars-là sont venus, est-ce que c'est eux qui ont contacté la grippe à ce moment-là? Est-ce qu'ils étaient déjà malades? Là aussi, pas vraiment d'informations C'est ça, précises. il n'y a pas d'information et du coup ça peut, enfin selon de quel côté tu le prends, ça veut plus du tout dire la même chose quoi. Est-ce que la grippe ils l'ont eu au Pérou, ils sont venus avec? Est-ce que c'est le contact justement avec les autorités brésiliennes ou d'autres tribus brésiliennes qui leur a donné cette grippe? Est-ce que c'était vraiment une grippe? On ne sait pas. Enfin c'est donné comme ça, ils t'envoient des bribes d'informations. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est vrai qu'avec le contact avec d'autres personnes, que ce soit des Oui. blancs ou des brésiliens, le risque de choper la grippe est ou toute maladie d'ailleurs est extrêmement important, et que c'est souvent mortel Ah pour bah eux, bien sûr. et que en revenant dans leur village, ils peuvent amener la grippe qui va tuer tout le monde, quoi. Bah, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les sociétés qu'on sait relativement isolées vraiment, on fait un périmètre et on évite d'aller les voir parce que, alors c'est ça aussi, on peut le contester, etc. Mais c'est pour éviter ça parce que depuis la colonisation, depuis qu'on est arrivé que les Européens sont arrivés en Amérique, je veux dire ça a été vraiment dramatique le nombre de gens qui a été tués de cette manière-là, quoi, par simple contact avec nos petits microbes venus de loin. C'est ça, ça a fait énormément de morts là-bas, hein. C'est extrêmement important. Peut-être pour finir un peu sur ces vidéos-là et puis parler d'une autre qui est aussi extrêmement intéressante et que je vous encourage vraiment celle-ci à regarder parce qu'elle est, il me semble en tout cas beaucoup plus, elle donne plus de matériel. Oui. Il y a environ 77 groupes en Amazonie, selon ce que j'ai lu, de 5 à plusieurs centaines de personnes qui sont isolées, entre guillemets, et il y en aurait encore une quinzaine au Pérou, justement, qui sont Dit isolé. dits isolés, voilà, encore une fois, avec des grosses guillemets. Mm. Mais donc, c'est pas les seuls, et c'est vraisemblable qu'il y ait d'autres contacts qui se fassent comme ça. Bien On sûr. espère que cette fois-ci, on aura des informations un peu plus intelligentes, entre guillemets, ou en tout cas un peu plus précises Ouais. sur la situation. Mais là où c'est difficile, encore une fois, c'est que tu vois, si par exemple c'était un anthropologue qui faisait ce premier contact, son premier contact à lui, hein, pas premier contact absolu, avec une population, je ne pense pas qu'il le filme. Oui, Et c'est là aussi le problème qu'il y a, quoi. ouais, forcément. Oui, Mm. enfin, c'est compliqué, hein, je pense, de savoir C'est quoi compliqué. faire. Et effectivement, quand on dit que c'est de la propagande, une propagande peut être faite pour le bien aussi, entre guillemets, hein, Oui, ah c'est pas bien sûr. forcément Ah ça, tout à mal. fait. Mais ça reste de la propagande, et c'est vrai Ça que ça déforme m'ennuie la quand même. réalité. Voilà. Et c'est ça qui C'est juste m'ennuie ça quand qu'il même. faut, ouais. J'aime Bah autant oui. qu'on monte la réalité et qu'après je fasse le choix de soutenir un, Mhm. deux, ou soutenir rien du tout si ça me dit pas, Mais plutôt souvent, qu'on me c'est même transforme la inconscient, réalité. hein. Je pense que la plupart des propagandes qui sont faites comme ça sont pas toujours conscientes de la déformation qu'elles font, quoi. Ouais, je pense que dans toute organisation un peu grande, il y a forcément quelqu'un qui fait du marketing ou quelqu'un Bien qui. sûr, Faut bien pas, sûr. enfin, quand il faut Oui, générer de l'argent pour une société, on est obligé, hein, tout à c'est fait. Mais les normal, quoi. gens qui travaillent et qui vont fournir ces images et qui vont fournir ce travail et qui vont te faire des articles, tout ça, je pense que des fois n'ont pas conscience de la force des formations
qu'ils font sur le réel, quoi. Parce que eux le voient comme ça, quoi. Peut-être dernière question sur cette vidéo, qui n'est pas quelque chose d'étrange, mais ils sont hyper jeunes sur la vidéo. Et j'ai trouvé ça vraiment frappant. On a vraiment l'impression d'avoir des adolescents. Alors vraisemblablement, selon les infos, le plus âgé a 21 ans, ce qui est quand Ouais. même super jeune. Est-ce qu'ils sont tous jeunes? Est-ce qu'il y a une mortalité assez importante? Bah, oui, il y a une mortalité assez importante. Les gens ne vivent pas forcément très vieux, hein, ça dépend des villages et de leur abondance alimentaire, enfin, de leur situation, quoi. Mais après, oui, il y a beaucoup de jeunes, hein. Moi, je sais que quand j'étais allée dans la forêt, dans un village, on m'avait dit on peut aller jusqu'à 18 enfants par famille, quoi. Donc, si tu meurs vieux et que tu fais plein de jeunes, ça fait une population jeune. Ouais, effectivement. Une chose que je trouvais étrange et que tu m'as dit que ça pouvait être tout à fait compréhensible, c'est que justement, moi je m'imaginais que quand il y avait contact, a priori c'était plutôt le chef du village, que j'imagine âgé. Encore une fois, je suis Mm. pétri de mes des films de Comme tout. nous tous. Voilà, on est tous conscients d'être tellement influencés par le cinéma, les bouquins, tout ça, qui ne sont pas forcément la réalité, mais imagine toujours plutôt un vieux, un sage, un ancien, tu sais, avec la barbe et tout ça, qui rentre en contact avec... et là, c'est des jeunes, et tu me dis que c'est pas spécialement étrange. Non, moi, ça me choque pas. Déjà, je pense que c'est assez courant que des chefs de village soient jeunes. Et en plus, mettons que le chef de leur village soit une personne plus âgée, elle a peut-être jugé que c'était pas spécialement important et qu'elle pouvait très bien envoyer quelqu'un à sa place. Ouais, ils ont juste été chercher faire du commerce ou faire... Ouais, ouais. enfin, je veux dire, après, oui, je pense que dans une situation vraiment importante de sociétés qui n'ont vraiment pas été en contact et qui ne sont pas dans une logique de conflit, je pense que les deux chefs vont se rencontrer, bien sûr. C'est les deux chefs qui vont venir l'un vers l'autre. Mais là, on voit très bien que, enfin, ça a pas l'air d'être le cas, quoi. Ça a pas l'air d'être un grand échange important. Je veux dire, c'est fait sur une berge comme ça, debout, alors que ça dure assez longtemps. Il y a même, enfin, il y a aucune ritualisation qui est faite. Non, effectivement, oui, c'est vraiment des gens qui se rencontrent sur la plage, j'ai Mm. l'impression, hein. C'est ça. En caleçon, C'est un peu ça. Alors, voilà ce qu'on va dire sur cette vidéo, hein. On n'a pas finalement pas répondu à beaucoup de questions, et c'est parce qu'on n'a pas de matériel pour y répondre. c'est ça. Peut-être qu'on l'aura une fois, et si une fois on l'a, ça me ferait marrer de refaire un épisode Oui, ça là-dessus, serait vraiment d'ici bien. 6 mois ou une année, d'avoir une Mm, mm. analyse un peu plus profonde de ça. Ce qu'on voit encore une fois, et ce qu'on a déjà dit souvent sur Voyagecast et entre podcasts, c'est qu'il faut analyser plusieurs fois les choses qu'on voit pour Mm. pas forcément voir la réalité, parce qu'elle est en partie subjective, mais en tout cas Oui, voir ce qui s'est passé, et puis se poser des questions, varier les sources, enfin en fait tout ce qu'on est censé faire normalement quand on est des gens intelligents et je sais pas avancés on va dire, mais qu'on fait pas forcément parce qu'on n'a pas le temps. mm, mm. Et voilà, et peut-être aussi pour dire un truc, j'ai été très étonné quand même, et on va pas en parler parce que c'est plutôt politique, mais j'ai l'impression que c'est très amateur quand même la façon dont ils rentrent en contact. Je sais pas, en voyant ces vidéos-là, et j'aimerais avoir votre avis sur la question aussi si vous écoutez ça, mais j'ai l'impression que ils C'est savent quand même pas un comment faire. organisme gouvernemental, quoi. Voilà, et je sais pas, tu vois, c'est un peu comme si on accueillait Obama au McDonald's et en short, tu vois. Ouais. Je me dis, il y a sûrement une meilleure manière de le faire, ou je sais pas, pas forcément une cérémonie, mais je sais pas. Là, on a l'impression que c'est pas géré, que personne comprend rien ce qu'il fait, et voilà. Ce qui amènera, on n'espère pas, mais probablement pas un bon avenir pour ces malheureux qui sont rentrés Là, en contact. ils vont certainement partir plus loin et rentrer en conflit avec d'autres gens qui vivent plus loin, et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit où ils peuvent rester. Voilà. Eh ben, On bon, leur souhaite bonne chance, en tout cas. bonne chance, voilà, exactement. Deuxième vidéo, enfin troisième vidéo plutôt, dans laquelle on veut parler, et c'est toi qui m'en as parlé, je l'ai regardé hier et j'ai trouvé plutôt génial et plutôt instructive aussi. Très Euh, instructive. Plus à- instructive. En tout cas, il y a plus de matériel. Voilà, Oui, alors, plus de est-ce que tu peux matériel. nous en parler un peu plus, parce que toi, tu l'as étudié intelligemment, on va dire. Intelligemment, je ne sais pas, mais En tout cas, essayé. donc cette vidéo, c'est une vidéo qui date des années 70, qui montre un blanc, donc un Français, qui s'appelle Jean-Pierre Dutilleux, qui entre en contact pour la première fois avec une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
rapidement pour présenter Jean-Pierre Dutilleux, il est connu pour avoir fait un film sur Raoni, ce fameux chef indien qui se bat contre les barrages et pour la protection des territoires en Amazonie, et qui l'a rendu célèbre et grâce à qui il a pu se battre assez efficacement pendant toute sa vie. Et donc là, il est en Papouasie et donc il rencontre une tribu qui, contrairement à la vidéo qu'on vient de voir, a l'air vraiment étonnée de ce contact, quoi. Au niveau émotionnel, on sent vraiment quelque chose de beaucoup plus fort dans les regards, rien qu'au départ, le simple fait que la personne soit blanche de peau, enfin, on voit que pour eux, c'est déjà quelque chose de complètement fou. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, mais pas forcément recommandable, c'est que donc Jean-Pierre Dutilleux montre plein d'objets à cette communauté, plein d'objets manufacturés. Donc il y a un briquet, du riz, un miroir, et à chaque fois on voit les réactions de ces gens qui vont de surprise en surprise et qui sont même parfois ultra effrayés. On voit quand celui qui a l'air d'être le chef, là par contre, voit son reflet dans un miroir, que c'est la panique totale. Pour lui, c'est comme si on lui avait piqué son âme. C'est assez fou, quoi. Et du coup, c'est une vidéo qui est vraiment assez intéressante dans tout ce mythe du premier contact, cette mise en scène du premier contact. Ouais, là, on est d'accord, c'est une vraie vidéo ou c'est une fausse vidéo? Bah, franchement, si c'est une fausse vidéo, j'ai envie de dire que les papous sont des acteurs nés. Après que le contact ait été prévu, c'est fort possible. Et puis voilà, c'est quand même dans un but de faire un film. Là, on voit que c'est quand même un peu plus pro, quoi. Le cadreur sait se mettre où il faut, prend bien les visages. Il nous filme pas des pieds quand il se passe quelque chose en haut. Donc de la mise en scène peut-être, mais dans les réactions, je pense que c'est pas joué, quoi. Je pense pas que ce soit joué. Parce que justement, c'est une vidéo que je trouve intéressante aussi, parce que quand tu la vois, elle est, comme tu dis, elle est vraiment intéressante. On a vraiment l'impression d'assister à un premier contact. Pourtant, en faisant des recherches ensuite. Ouais. Alors pour dire, quand le film a été diffusé sur TF1, il y a eu en tout cas une dizaine d'anthropologues français, dont plutôt des noms connus pour certains, qui ont mis en cause cette vidéo en disant que c'était tourné, que c'était joué, notamment à cause d'une chose où le mec se brûle avec une allumette. Ouais. Dans la vidéo, ils nous disent que jusqu'à présent, comme l'homme blanc est traité comme étant un mort-vivant, hein, ils pensent que c'est un mort-vivant, en tout cas c'est ce qu'on nous explique, Ouais. et donc qu'il est immatériel, et donc que le feu qu'il a, c'est pas forcément du vrai feu, en fait, et du coup ils testent le feu pour savoir s'il se brûle vraiment. Ce qui peut être une explication qui me semble plutôt logique, mais qui fait sursauter certains. Il y en a par exemple Maurice Godelier, que tu connais certainement, enfin pas forcément personnellement, mais en tout cas voilà, qui a connu justement les papous dans les années 50, Et comment voilà, qui a averti donc Carrière Télévision, qui est la société protectrice, que c'était une supercherie pour lui. Donc dans un article de Rue 89, les Toulambi, donc qui sont cette tribu qui a été filmée, dont on voit le film, elle s'est fait laisser photographier par au moins 3 ethnologues qui, en 1979, en 1985 et en 1987. Mais encore une fois, je trouvais intéressant cette vidéo parce que elle est très bien faite, je vous encourage vraiment à la voir. Mais ben là, encore une fois, on a un seul mec qui a été là-bas, un caméraman. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est authentique? Ben, bonne question, on sait pas. On peut difficilement le savoir, mais c'est vrai que de toute manière, encore une fois, même pour cette vidéo-là, il y a forcément eu que ce soit une supercherie ou pas, il y a forcément eu déjà un contact avant. Parce que tu rencontres pas comme ça des gens au départ d'une rivière et tout se passe bien et tu partages des objets et faut imaginer si c'est vraiment la première fois que tu vois un homme blanc, je veux dire, tu t'approches pas d'aussi près comme ça, quoi. Donc après, je pense que oui, c'est tout à fait probable finalement qu'on leur ait demandé, qu'on leur ait dit, mettez en scène cette première rencontre, quoi. Jouez votre propre rôle. Ce qui pose beaucoup de questions et ce qui, voilà, on se dit, des fois on a tendance à se dire, quand un anthropologue est allé dans un endroit puis écrivait un bouquin, et on le verra notamment avec Margaret Mead, on peut faire des choses qui sont orientées, il n'y a pas forcément quelqu'un qui était avec nous, enfin c'est pas forcément mis en doute, c'est très compliqué, et une des choses qu'on entend souvent, c'est la vidéo peut
justement prouver quelque chose. Tu vois, un peu comme dans un match de football où on Ouais, dira, ben voilà, ce qu'a vu l'artiste, ce qu'a vu l'arbitre, ce c'est qu'ont une vu les chose, joueurs mais et tout ça, c'est différent. Mais en même temps, à partir du moment où sur une vidéo, tu vois la balle qui sort la ligne, ben voilà, c'est prouvé. Et là, en fait, ben, pas forcément, en fait. bah du coup, non, hein. Du coup, pas vraiment du tout, hein. Parce que de toute façon, avec la vidéo, tu peux en faire ce que tu veux et l'interprétation que tu peux coller dessus, enfin, tu mets celle qui te convient, hein. Là, autant tu changes le titre, tu changes, enfin, tu peux faire dire ce que tu veux à des images, hein. Donc, preuve, non. Ouais, en tout cas voilà, c'est juste pour le dire, cette vidéo reste très intéressante à voir. Oui, Elle pose aussi beaucoup de questions et on en a discuté un peu en off sur le travail de l'anthropologue par exemple. Est-ce que c'est bien pour une première journée de contact de déjà je sais pas leur montrer le miroir par exemple. Il me semble que le miroir, avoir sa propre image, c'est quelque chose qui peut être violent culturellement. Le feu, bon, a priori ils l'ont déjà, mais enfin ça pose aussi beaucoup de questions sur le travail de l'anthropologue et de l'ethnologue aussi. On va en parler sur entre podcasts quand on va parler de l'observation participante. et notamment comment se fait vraiment le travail de l'ethnologue ou de l'anthropologue quand il est sur place. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, comment est-ce qu'il appréhende ces choses-là. C'est très intéressant. Là, a priori, voilà, c'était pas un anthropologue. Il y avait Non. une caméra, donc forcément, il voulait des images. Donc Oui, il les a faites. il est là pour ça, très clairement. Voilà, même après que ces papous-là aient été l'idée avant, voilà, c'est très compliqué à Ce qui est savoir. intéressant, c'est qu'ils jouent, que de toute manière, c'est leur rôle qu'ils jouent. Donc, c'est là où ça t'apporte quand même des informations. C'est que même si on leur a demandé de jouer leur rôle, c'est eux, quoi. Donc, ils extrapolent leur propre comportement. Après, la véracité de la première rencontre, c'est vrai que c'est contestable, quoi. Mais un anthropologue, non, il va pas arriver tout de suite et filer le miroir, là, enfin, non. Le but, c'est de s'intégrer. Et après, c'est l'intégration faut prendre le temps, quoi. Tu viens pas en disant, ah, regarde, j'ai ça. Ah, toi, t'as un couteau, regarde, le mien, il coupe mieux. Ah, tu fais du feu comme ça, bah, regarde, moi, j'ai un briquet. Et, toi, tu regardes les étoiles, regarde, moi, j'ai un iPad. Enfin, faut, c'est pas, pareil, quand tu vas chez quelqu'un, c'est la même chose, quoi. Enfin, quand tu vas chez quelqu'un que tu connais pas, tu prends le temps de connaître les règles de la maison, tu n'imposes pas les tiennes, quoi. Et là, dans la vidéo, il impose clairement les siennes. Clairement, oui. Et ben, il faut dire, voilà, on sait toujours pas, en fait, et c'est ça qui est, je trouve, très très drôle de se dire que des années après, on n'est toujours pas foutu de dire si cette vidéo est vraie. Premier contact, comme on a dit avant, c'est très subjectif, donc bon, C'est à la ça. rigueur, on s'en fiche. C'est un biais qu'on connaît. Mhm. Euh, il y a justement Jean-Pierre Dutilleux qui s'est défendu en disant que si c'était des acteurs, eh ben, ils mériteraient un César, pardon. Alors, on peut dire un Oscar aussi. Je suis plutôt d'accord parce que c'est vrai que Ils jouent très bien, mais s'ils jouent leur voilà. propre rôle, ça se comprend, finalement. Oui, enfin, quand même, tu demandes à des gens qui, à certains moments, quand ils regardent le miroir, tu vois qu'ils ont vraiment peur. Tu vois, alors après, est-ce que c'est surjoué? Est-ce que dans le vrai, ils avaient, Mais enfin, peut-être qu'ils savent déjà ce que c'est et pour autant ils aiment pas ça. Si pour eux c'est une manière de voler une âme ou je ne sais quoi, ils ont peut-être vu déjà un anthropologue ou quelqu'un avec un miroir, mais ils s'en approchaient pas trop. Et là le gars il leur en présente un, ça peut leur procurer cette même sensation désagréable qui se voit à l'image. Donc, oui, oui, c'est, voilà, c'est très compliqué, voilà. C'est très compliqué de savoir, mais je trouve toujours intéressant parce que au-delà du fait si c'est vrai ou pas, ça nous apprend de toute façon des choses. c'est ça. Le Donc vrai. ça vaut la peine de regarder. Voilà, Mm, mm. exactement. On va peut-être pas continuer vraiment plus longtemps pour ça. On a fait un épisode qui est plutôt long déjà. Voilà, encore une fois, je sais pas, c'est quoi notre conclusion finalement avec ces différentes vidéos prises à dizaines d'années d'écart par rapport au matériel? On doit apprendre quoi de ça en fait? Bah déjà on voit que c'est le même genre d'image que des années après. On recherche toujours ça de l'extérieur. Ces gens qui n'ont pas de prendre contact avec ceux qui n'ont pas de contact, c'est un truc qui a l'air de plaire. Et après ce même constat qui est que finalement derrière les images se cachent énormément de choses et que elles ne sont pas elles reflètent pas la réalité alors que quand on va les voir, c'est ce qu'on cherche. On cherche à voir la réalité de quelque chose qu'on ne connaît pas et finalement c'est plus compliqué que ça quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça donc toujours faire attention ne pas prendre
ne pas prendre les données comme ça, telles qu'elles sont présentées, et toujours savoir qu'il y a des multiples raisons qui font que ces images arrivent jusqu'à nous, et qu'il faut prendre les choses, les informations avec des pincettes. Ouais, exactement. Je trouve ça plutôt intéressant et je pense que ça explique aussi pourquoi les livres d'anthropologie sont aussi longs et essayent d'être le plus complet finalement. C'est parce que quand on résume quelque chose à une vidéo, de toute façon, il y a des raccourcis qui vont être pris. Du coup, c'est pas vraiment un mensonge, c'est pas vraiment de la réalité, mais c'est pas, voilà. Et c'est pour ça que quand on s'intéresse à quelque chose de précis, tout comme toi tu le fais par exemple dans la région du Belo Monte ou d'autres qui ont, je sais pas, fait passer leur vie à étudier les Inuits ou quelque chose comme ça, ils produisent des bouquins de 700 pages et ils en produisent 20 pendant tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ben voilà, ils essayent juste, à mon avis, d'être le plus exact possible. C'est ça. Je sais pas. Alors, et du coup, c'est ce qui rend forcément le matériel plutôt indigeste pour nous de l'extérieur, parce que voilà, autant les Inuits nous intéressent, autant lire 40 bouquins de 700 pages, ça va être compliqué. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. J'aimerais avoir votre avis, vos auditeurs, en regardant ces vidéos-là. Ça nous intéresserait vraiment de savoir ce que vous en pensez, quel est votre avis, tout en se disant que finalement personne n'a tort, personne n'a raison. Il y a encore des discussions sur Internet aujourd'hui pour savoir si cette vidéo-là est vraie ou pas. Donc de toute façon, on se plantera pas en disant. Elle existe. Cette vidéo existe, ça c'est certain. Voilà, ces gens-là ça c'est une certitude. Après le reste, c'est le mystère. Reste, c'est un grand mystère. Il faut y aller pour savoir. Exactement. Et encore, ça ne suffit pas. Non, et puis de toute façon, on pourra pas reproduire les mêmes choses que lui. Enfin bon, bref. En tout cas, c'était vraiment sympa de discuter avec toi de ces sujets-là, Anne-Laure. Je pense qu'on refera aussi de temps en temps des petits freestyles comme ça, où on peut parler un peu plus librement, un peu plus longuement de certains sujets comme ça qui nous interpellent. Si vous avez des idées ou des choses comme ça, n'hésitez pas vraiment. On est prêt à faire des recherches, à passer un petit peu de temps, voire à contacter des gens qui sont peut-être encore plus légitimes que nous pour parler de ces sujets-là. S'il y a des questions à poser, parce que ben voilà, l'anthropologie c'est très très grand, et ça typiquement, voilà encore un truc où l'anthropologie fait mal son job. Je suis sûr que tous les gens qui ont regardé cette vidéo ne se sont pas dit tiens, ça serait cool d'aller voir un anthropologue pour savoir ce qu'il en pense, parce qu'on sait pas que l'anthropologie s'occupe de ça. Bon, alors, bref. Si. c'est aussi le taf d'Anthropodcast d'essayer de l'idée un peu ça. À notre faire le lien. Exactement, de notre petit côté, on essaye de bosser dans le bon sens. En tout cas, c'était très cool de parler avec toi de tout ça, et puis pour les auditeurs, on se voit dans 2 semaines déjà pour parler du premier épisode sur Margaret Mead. Et encore une fois, ça va être passionnant. Margaret Mead est passionnante de toute manière encore. Qui est des réalités, des faussetés, etc. On s'en fout, c'est intéressant. ça va être un peu le truc, on s'en fout, c'est intéressant. C'est ça. Alors, je te souhaite une bonne soirée, Anne-Laure, et puis à la prochaine. À la prochaine, Jonathan. Ciao, ciao. Ciao, ciao.